Oui, c'était vous. À mon avis, le débat sera chaud. J'essaie de me rappeler, c'était Ils sont prévoyants. à la Fondation. C'est bien. Pastorale. Je fais le service. Merci. Mais après, je te tombe dessus. Alors, en quelques mots, je vais vous présenter Anne-Lise Favre-Pilet, qui est chef de section au département fédéral des affaires étrangères, ici à Genève, à la mission auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales, comme on a coutume le dire. Elle est en charge de la sécurité et des affaires générales. Je lui poserai peut-être une ou deux questions pour démarrer, pour qu'elle vous révèle peut-être quelques secrets de son énorme action, parce que c'est un pivot à l'international et donc un partenaire très très particulier de Genève Aéroport. L'international a été abandonné en 2012, ça je dis pour Xavier. Et puis, Philippe Vignon. Alors Philippe Vignon, je ne sais pas si ça vaut la peine de le présenter, parce qu'on a parlé, Jean-Marc Thévenin nous a parlé beaucoup d'EasyJet. Ce matin, EasyJet, c'est quand même l'homme qui symbolisait EasyJet. Pour moi, un journaliste, je pense que le matin a dû lui offrir un abonnement à vie, parce que je n'ai jamais vu une personnalité pour une compagnie aérienne autant présente dans les médias, et en particulier dans le matin. Et puis, Sébastien Leprat, qui lui, évidemment, est l'un des acteurs de l'aéroport en charge des relations extérieures. Alors, Madame Favre-Pilet, d'abord, en quoi consiste votre travail? Parce que vous faites partie de ces gens de l'ombre. Oui, des gens de l'ombre qui font le lien, en fait, entre les États et les prestataires de services, que sont notamment l'aéroport, la police. Et on fait en sorte que dans le cadre d'événements qui sont organisés, conférences internationales, réunions diverses, tout se passe bien, de manière fluide, de manière à ce que les participants à ces conférences puissent travailler dans des conditions sereines. Et à ce titre, toutes les conditions d'accueil participent à l'instauration d'un climat propice à des discussions, à relever parfois que certaines délégations arrivent dans une ambiance qui peut être parfois extrêmement tendue, quand le dialogue est rompu entre des États et qu'il s'agit d'entreprendre des discussions. Nous prêtons une attention particulière à ce que les conditions cadres suivent et permettent que ces rencontres se fassent sous les meilleurs auspices possibles. Et à ce titre, notre collaboration avec l'aéroport international de Genève est extrêmement étroite, parce qu'eux sont au front lorsque ces délégations arrivent. C'est le premier point de rencontre, souvent, pour ces délégations. Ils arrivent au salon d'honneur de l'aéroport, et c'est là que, finalement, commence en quelque sorte aussi une forme de diplomatie de couloir. Donc, pour nous, effectivement, l'aéroport international de Genève est un partenaire de longue date et d'importance. Donnez-nous quelques chiffres. Combien de personnes bénéficient, par exemple, d'un statut diplomatique, respectivement, sont fonctionnaires internationaux? Nous nous occupons à la mission suisse à Genève d'une communauté qui aujourd'hui compte environ 45 000 détenteurs de cartes de légitimation. C'est nous qui leur donnons un titre de séjour, donc ça représente la taille d'une ville comme Neuchâtel. En préparant cette table ronde, j'ai trouvé intéressant quand je suis tombée sur le chiffre, sur le fait qu'en 1920, alors que l'aéroport de Genève n'existait pas en tant qu'aéroport, mais était encore qu'un champ d'aviation en tant que tel, nous avions à peu près 200 personnes au sein de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous en avons 45 000 et l'aéroport accueille 16 millions de passagers, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une évolution où ce développement s'est fait en tandem avec l'aéroport. Je crois que l'un nourrit l'autre. Le développement de la Genève internationale doit beaucoup à l'aéroport, et l'aéroport compte aussi beaucoup sur le développement de la Genève internationale. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez fait des demandes particulières par rapport à l'accueil à l'aéroport? Peut-être même des demandes incongrues pour nous, pour notre culture? Il peut arriver parfois que nous ayons des demandes particulières. Par exemple, il n'est pas toujours facilement accepté pour certains dignitaires de devoir passer par certains contrôles, même si les contrôles de sécurité peuvent prendre parfois du temps.
Dans certaines circonstances, évidemment, grâce et avec la collaboration de l'aéroport, nous nous employons à les minimiser. Mais parfois, alors oui, en termes de sécurité, ils aimeraient attendre le moins possible. Et en même temps, au premier signal, à la première alarme, ils aimeraient évidemment avoir une sécurité maximale. Donc, on doit, nous, jongler entre ces deux paradoxes. Et après, il y a aussi une sensibilité aux questions de sécurité qui peut être variable selon les provenances culturelles et selon les cultures des différentes personnes. Merci. Peut-être que tout à l'heure, des gens de la salle vous poseront d'autres questions. Philippe Vignon, quand vous vous retournez, puis vous regardez le phénomène EasyJet, ça vole très haut. Vous en êtes fier? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, moi, à titre personnel, je suis très fier. J'ai eu la chance de m'asseoir à côté de Jean-Marc Thévenin, le directeur suisse d'EasyJet, tout à l'heure. On parlait du fait du premier vol que j'ai pris pour le siège d'EasyJet à Londres-Luton, où on devait être 15 dans l'appareil, les aventures des tentes à Barcelone, etc. Je me rappelle de discussions avec Jean-Pierre Jobin ou avec Jean-Marc, nous étions allés le voir en disant en 2000 on fera 500 000 passagers, on a fait 550, l'année suivante 1 million. Et l'année dernière, EasyJet a produit 7,5 millions de passagers au départ et arrivant à Genève. C'est effectivement un succès. Aujourd'hui, EasyJet est le numéro 2 en Europe derrière Ryanair et juste devant Lufthansa. C'est devenu un incontournable. Mais aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que le petit David qui se battait contre un Goliath, qui était à l'époque était Suissair, est lui-même devenu aujourd'hui un Goliath. Donc c'est assez intéressant. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête du tourisme et des congrès à Genève. Évidemment, l'aéroport, c'est un partenaire naturel, pour ne pas dire indispensable. En quoi ? Je vais faire une comparaison très simple, parce que je crois que les exemples et les illustrations pardonnez-moi, sont les plus parlantes. Genève, c'est grosso modo la taille de Clermont-Ferrand. Si je vous parle de Clermont-Ferrand, tout le monde va penser à l'usine Michelin. Pour vous donner... Ou à la Banque de France. Voilà, on est au centre de la France et l'Auvergne, c'est certainement sympathique. Aucun jugement de valeur personnelle sur Clermont-Ferrand. Toujours est-il que j'ai juste checké le trafic, le nombre de passagers que Clermont-Ferrand a généré en 2016. On était à 700 000 passagers quand Genève était à 17 millions. Eh bien, je pense qu'à Genève, on a un cercle vertueux où, en plan touristique, on a parlé des organisations internationales. Les organisations internationales génèrent près d'un quart des nuitées hôtelières à Genève. On a aussi un mix de passagers qui est très intéressant parce que du fait de la position géographique de Genève, les passagers, autant les Genevois et le bassin de population genevois est amené à voyager au départ de Genève, mais on a tout autant de passagers qui viennent à Genève pour une multitude de raisons, que ce soit les Britanniques ou les Scandinaves l'hiver, mais également l'ensemble des délégués des organisations internationales ou des congrès. Donc oui, certes, l'aéroport crée des nuisances, mais toujours est-il que la prospérité économique que Genève connaît, elle le doit aussi d'une manière très importante à son aéroport. On a une propension à voyager au départ de Genève qui, si on considère le bassin de population de l'aéroport à une heure qui est grosso modo 2 millions, qui est absolument unique en Europe, voire dans le monde. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir parce que sans la présence de cet aéroport, même si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, eh bien Genève ne serait pas ce qu'elle serait. Ce serait une jolie ville de province comme Clermont-Ferrand l'est. Alors, il a été question ce matin de l'ère des gros porteurs et surtout de l'aile Est. Évidemment, vous qui êtes en charge, entre autres, de l'organisation des fêtes de Genève, dont on sait qu'elles sont traditionnellement très fréquentées par une clientèle qui vient du Moyen-Orient, c'est un aspect important pour vous ? Alors, écoutez, tout ce qui participe à l'amélioration du customer journey, c'est-à-dire pour un client ou de contribution qui voyage en classe affaires ou en première classe, d'avoir accès à une infrastructure de qualité, mais c'est aussi valable pour les compagnies low cost. Je crois que c'était nécessaire. Aujourd'hui, la L gros porteur de l'aéroport de Genève ne correspond plus aux standards internationaux qu'on est en voie d'attendre. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Je pensais peut-être même qu'anecdotiquement, pour organiser les fêtes de Genève dans le nouveau terminal international, ça nous réglerait un certain nombre de problèmes. Plaisanterie mise à part. C'est une idée pour la direction de l'aéroport, pour le lancement. J'en parlerai à André Schneider. Non, plus sérieusement, ce qu'il faut dire aussi, mais je ne pense pas que pour moi, la Halle Est, elle a fait preuve de beaucoup de débats. Je pense qu'elle fait juste partie du développement d'une infrastructure, entre guillemets, normale, qui est due à l'aéroport de Genève. Maintenant, je me permets aussi de refaire une autre parenthèse. Ce n'est pas forcément ce qui va amener des compagnies qui opèrent des vols long courriers à vouloir ouvrir de nouvelles liaisons vers Genève. Il y a aussi ce fantasme de croire qu'on peut aujourd'hui convaincre une compagnie aérienne long courrier d'opérer à Genève. De la même manière que Genève est un aéroport
régional, et je mets les guillemets, de très haute importance, du fait de l'importance de son trafic. De même, je ne crois pas personnellement que Genève ne sera jamais un hub pour une compagnie qui opérerait des vols long courriers. Xavier, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis très content qu'ils disent ça, parce que c'est un peu ce que j'ai dit ce matin. Non, il faut être raisonnable. Cet aéroport, bien sûr, on peut regarder du point de vue économique et voir tous les retombées et tout ça, mais d'une autre manière, moi je voulais y amener beaucoup plus de sentiments. C'est notre aéroport. Il y a eu une intervention d'une femme ce matin qui a dit 18 minutes entre le tarmac et ma maison. C'est vrai pour moi aussi. Oui, elle a dit. J'adore ça. C'est une exception. J'ai aussi quelques nuisances parce qu'il fait du bruit, mais comme je le disais, ma voisine fait beaucoup plus de bruit que l'aéroport. Donc il faut être raisonnable. On l'aime, on en a besoin, il nous permet de rêver, on fait le tour du monde, il y a un certain nombre d'inconvénients qu'on va assumer. On n'est pas du tout dans la situation de ces aéroports avec hub, où vous avez 60% du trafic qui ne vous concerne pas. Ça, c'est du trafic qui me concerne. Le trafic des internationaux sur Genève me concerne. Tout ça fait ma qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas Clermont-Ferrand. Cette ville est une ville-monde. Bon, eh ben, je suis fier d'être dans cette ville. Et j'assume ces petites nuisances. Et c'est vraiment des petites nuisances parce qu'une grande partie, je peux aussi faire un effort sur ma propre maison pour l'isoler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je trouve très importante, ce qu'on dit maintenant cet après-midi par rapport... Voilà, lui, c'est un aventurier de l'aviation. Mais comme il y avait il y a 100 ans, vous voyez ? Et ce goût de l'aventure, on en parlait, c'est assez étonnant. Vous avez le Picard, vous avez des mecs comme ça, en Suisse, quoi. On n'a rien à voir. Eh bien, l'innovation, c'est pas seulement les PFL, c'est des gars comme lui. Et c'est ça notre caractère un peu spécial. On est très inventif. Comme le Suisse, il dépose un nombre de brevets absolument hallucinant. C'est la deuxième qualité. Et l'aéroport, c'est ce rêve-là aussi. Et lui, il le rêve, il nous fait rêver, et j'adore les voir, et puis là, ils vont partir. Lui, c'est bien entendu Raphaël Domjean qui est resté avec nous. Il est là, la vedette. Non, mais c'est comme Picard, c'est quelque part un prolongement de nos rêves de Suisse. Très inventif, envie de conquérir des choses impossibles. Voilà. Et ça, c'est le deuxième aspect qu'il ne faut pas oublier. L'aéroport fait partie de ça. La troisième que j'essayais de montrer, mais là, je crois qu'on est tombé d'accord de plus en plus, c'est un lieu festif parce que voyager reste. L'aéroport n'est pas un bus. Il y en a un qui m'a critiqué ce matin en disant arrêtez avec vos trucs. Non, c'est pas vrai. Je ne prends pas l'avion comme je prends un bus. L'avion reste un moment de choix. Et surtout, si vous avez des enfants, et si vous voyagez avec les enfants, vous allez le voir tout de suite. C'est quelque chose qu'on doit garder. Ce n'est pas seulement des aspects purement économiques. Ça, c'est, je pense, de plus en plus dans la société dans laquelle on est, plus elle sera numérique, et toi, tu le sais bien, plus on veut ce côté festif, amical, bonnard, etc. Et on veut être fier. Donc moi, je suis très fier de cet aéroport. Ils vont se démerder pour arranger tous les petits trucs qui ne vont pas très bien, mais globalement, ça va beaucoup mieux que la plupart des aéroports dans lesquels je suis allé, hein, et j'en ai visité vraiment beaucoup. Je ne veux pas que ce soit un hub, je veux garder une dimension humaine, et je crois qu'aucune de nos entreprises a besoin d'un hub. Enfin, il faudrait faire peut-être une fois un sondage d'opinion, mais je ne crois pas. Et le hub est quand même un problème où il y a vraiment beaucoup de nuisances pour un bénéfice très faible pour la ville. La deuxième chose qui m'embête beaucoup, c'est que cet aéroport, évidemment, tu as dit c'est 2 millions et quelques d'habitants qu'il dessert. Le bassin de population primaire, 6,5 millions. 6,5 millions à 2 heures. Bon, alors, vous voyez, c'est pas Genève. Hein. Les Vaudois, ils sont plus nombreux, les Français sont plus nombreux à venir prendre cet aéroport. Donc, on a cette responsabilité comme Genevois, mais c'est pour les autres aussi. Hein. Donc, on doit assumer ça. Et je pense que c'est le mot Genève qui m'énerve dans l'aéroport, plus que aussi international. Mais il faut trouver cette idée, ça nous appartient, mais ça nous appartient à une région beaucoup plus grande que ce qu'on est, cette petite Genève. Vous vouliez réagir ? Oui, si je peux me permettre, ça me rappelle un mot que disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il disait « La Genève internationale permet à la Suisse de boxer dans une catégorie que son territoire ne lui permettrait pas normalement. » Donc ça nous donne une visibilité au plan international
extraordinaire, cette Genève internationale. Ça nous permet, nous, au plan politique, de faire passer des messages importants. La Suisse a dans sa constitution la promotion de la paix, de la sécurité. Nous accueillons des conférences pour la paix, pour la sécurité. Nous avons aussi la possibilité, avec la Genève internationale, d'accueillir des personnalités qui ne viendraient peut-être pas autrement en Suisse. On a eu un Kerry Lavrov qui venait presque régulièrement en Suisse à une certaine époque dans le cadre de la négociation pour la question nucléaire. Tout ça, ce sont aussi des opportunités politiques. Et l'aéroport de Genève participe à ce succès parce que si les conditions n'étaient pas attractives, les délégations iraient ailleurs. Parce que ce qui fait la force aussi de Genève, c'est d'avoir une réactivité extrêmement efficace et de pouvoir, en l'espace de très très peu de temps, mettre sur place une rencontre avec l'aéroport, avec les services de sécurité. Et de ce point de vue-là, je rebondis sur les propos de M. Comtesse en disant que la vision va au-delà de Genève. Les intérêts que représente l'aéroport de Genève et la Genève internationale vont bien au-delà de Genève, de la Suisse. Donc, du coup, on a une responsabilité. Et donc, du coup, effectivement, je pense que c'est une responsabilité partagée. Moi, je dis que la Genève internationale est l'affaire de tous. De l'aéroport, des prestataires de services, et nous ne pouvons que, de notre point de vue, en tout cas sous l'angle affaires étrangères, souhaiter que l'aéroport s'adapte continuellement aux besoins des organisations internationales, aux besoins de cette diplomatie multilatérale qui est une richesse collective et qui est une richesse pour le monde entier. Il y a chaque jour une décision qui se prend à Genève qui impacte sur le quotidien des gens. Souvenons-nous-en et faisons en sorte que les conditions cadres suivent. Alors, j'ai une petite proposition. Alors, Xavier, si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure que le bassin, et c'est une évidence, va bien au-delà de Genève. Mais on a eu le sentiment à une époque, notamment, que le reste de la Suisse romande était oublié. Ça a été corrigé, puisque ce matin, monsieur le conseiller d'État Maudet nous a informé qu'il y avait un administrateur nouveau neuchâtelois, une administratrice valaisanne également, donc une représentativité accrue du reste de la Suisse romande. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un peu oublié ça? C'était le succès? Sébastien? Non, peut-être juste un petit mot, M. Raposo, sur le service du protocole de l'aéroport de Genève. Plus de 4500 passages par an, et ce n'est pas qu'un lieu de passage, précisément. C'est aussi un lieu de travail, et c'est quelque chose auquel j'ai pu assister régulièrement. Il y a de hauts dignitaires de grandes organisations internationales, dont je tairai les noms naturellement, mais qui très souvent descendent de l'avion, par exemple de New York, relèvent leur natel, leur message, et puis s'aperçoivent qu'ils ont des urgences à régler. Ils les règlent où? Chez nous, au salon du protocole, voire dans des espaces de travail dédiés, sécurisés de surcroît, puisqu'on est en zone sécurisée de l'aéroport. Et c'est assez impressionnant de constater à quel point, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, très souvent, des hauts dignitaires connus de vous tous passent. J'en étais une fois le témoin, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et nous demande un aspect, une zone discrète, et reste parfois 1 heure, 2 heures à régler des affaires dont on peut lire les conséquences le lendemain dans la presse au niveau international. Donc c'est aussi, au-delà du fait que c'est un lieu de passage important, je retiens les appels de Xavier Comtesse à rendre les lieux de passage de l'aéroport plus festifs. Je regrette de ne pas être venu équipé d'une table de mixage. Enfin, je ne serai pas maître de cérémonie aujourd'hui, mais je retiens bien volontiers. Mais il faut voir qu'au-delà de la nécessité d'améliorer les conditions de passage dans l'aéroport, pour la communauté internationale, il y a réellement aussi un enjeu, un outil de travail qui est extrêmement efficace, avec par ailleurs une salle de presse que certains d'entre vous connaissent, qui peut se prêter à des points presse de grande portée internationale. Pour répondre à votre question concernant les relations avec les autres cantons romans, elles sont constantes. Comment ne pas imaginer qu'elles ne le seraient pas? 6,5 millions de personnes, les Vaudois représentent 10% du peuple suisse, puis 150 000 habitants pratiquement, notre principal client. Et nous avons à peu près le même bassin de population côté français, pratiquement jusqu'à Lyon. Donc naturellement, les contacts sont réguliers. Moi, j'étais, par exemple, avec le conseil régional, on a noué de nouvelles relations depuis quelques temps. Et naturellement, les autorités aussi françaises riveraines, avec lesquelles nous avons des relations très très ténues, qu'elles soient communales, à travers les bassins de communes, communautés de communes, ou naturellement les autorités préfectorales. Ça, je dirais, ce sont des partenariats naturels. Ce matin, il a été dit aussi que ces partenariats se traduisent par des associations, via le conseil d'administration, via également d'autres plateformes de travail. Il faut savoir que l'aéroport lui-même, au quotidien, anime de nombreux groupes de travail dans lesquels vous avez des personnes représentant plusieurs cantons, mais également
de nombreuses autorités françaises, par exemple. Et au fond, pour nous, c'est une réalité qui n'a pas forcément besoin de se matérialiser par des processus de décision formels. Qui aura quel droit in fine de décision d'un point de vue démocratique. Tout ça se fait naturellement dans une logique pragmatique et ça fonctionne très très bien. Je crois que vous vouliez réagir tout à l'heure au propos. Je voulais réagir tout à l'heure parce qu'on a souvent ce débat où moi je suis à une position où je vois la dichotomie ou la contradiction qu'il peut y avoir entre la notoriété de Geneva, et je vais volontairement utiliser le terme anglais de la ville de Genève, Geneva, où cette ville a la notoriété d'une capitale de 15 millions de personnes. Et elle bénéficie également des retombées, et pas uniquement économiques, mais en termes du nombre de cerveaux politiques, institutionnels, etc., qui sont sans commune mesure avec la taille de cette ville. Et la question de fond que chacun d'entre nous doit se poser, qui a la chance d'habiter ici ou dans le Grand Genève, ou en Haute-Savoie, ou peu importe, en Vaud et en Valais, c'est que c'est quand même un endroit qui attire de manière absolument phénoménale un ensemble d'acteurs mondiaux et que ça entraîne naturellement un certain nombre d'enjeux sur la manière dont on se positionne. Et on a souvent cette contradiction entre la Genève qui a envie de se replier sur elle, qui rêve un petit peu au village qu'elle a pu être dans les années au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors que dans les faits, on est aujourd'hui la plus petite des grandes capitales et que ça implique un certain nombre de sacrifices pour pouvoir bénéficier également de ces retombées. Et que si on continue d'y aller, excusez-moi l'expression, à la retirette, eh bien, il y a un moment donné où je peux vous dire que sur le plan de la concurrence des villes, si je pense aux organisations internationales, nous, pour amener des grands congrès, on se bat tous les jours contre des Bruxelles, des Vienne, des Amsterdam et des Copenhague, et aujourd'hui c'est des Dubaï, et demain ça sera des villes de deuxième ou les second ou third tier cities chinoises qui vont tout faire pour attirer ces congrès. Ouais, donc on est obligé de s'adapter. Moi, dans cette discussion-là, je pense que si on a seulement un récit économique et des menaces et de la compétition, de toute façon, ça signifie qu'on a déjà abandonné quelque part. Ce qui manque le plus en ce moment, et là je pense que tu es d'accord avec moi, c'est un narratif sur nous, un narratif sur Genève. Qu'est-ce que c'est Genève maintenant? Et pourquoi ce narratif est fort, et pourquoi on aime y être là, et pourquoi il y a tous ces créatifs. Bon, là on a vu un inventeur, mais regardez, pour quelqu'un qui fait de l'opéra ou qui est dirigeant d'un grand théâtre, un des meilleurs grands théâtres d'Europe, c'est d'être ici. Et donc, on oublie ce côté culturel, universitaire, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé du CERN, mais c'est une machine gagnante comme ça. Et cette machine-là a besoin d'un narratif qu'elle a à peu près perdu. Et l'aéroport est dans le narratif, mais ce n'est pas une opposition, c'est toute cette région-là. Et si vous voulez, moi j'ai travaillé longtemps à Zurich, là, avec Avenir Suisse, pendant plus de 15 ans. Zurich a un narratif. Et c'est pour ça que Google est allé chez eux et tout ça. Et ce n'est pas seulement une addition d'avantages économiques, de machins, de trucs, de portiques, etc. C'est le narratif qui nous manque le plus en ce moment, vraiment. Et même Modèle, là, il est sympa avec son histoire du numérique, mais vous voyez, c'est quoi vraiment le numérique? Eh ben, le numérique, c'est le plus grand centre informatique de Suisse, c'est le CERN. Vous avez déjà vu ça? Personne ne vous en a parlé. Vous avez déjà vu les machines qu'ils ont? Personne ne vous les montre. Le nombre d'informaticiens qu'il y a, personne ne le sait. On parle du big data, eux le maîtrisent. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne sont pas dans la rue? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a un problème sur qui on est et comment on se le raconte. Mais ils seront peut-être dans les animations virtuelles de l'aéroport bientôt. Mais il ne faut pas des animations virtuelles. On s'en fout de cette histoire. André, il vient avec ce machin. Mais moi, je préférais de loin qu'à l'accueil, comme à Tahiti, je sois accueilli par le jazz de Montreux. Vous voyez? À l'entrée, comme ça, vous arrivez, il y a du jazz. Enfin, là, tout d'un coup, je sais où je suis. Je suis à Montreux. Montreux, c'est Genève. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça qu'on doit amener. Un narratif fort sur notre région, mais dès l'entrée, dans le parcours, comme tu disais, dans le parcours, qu'on sache qu'on est là. Moi, je m'en fous de la techno pour la techno. C'est le narratif que la techno peut amener, comme lui fait. Hein? Son idée, il a bien expliqué, c'est l'image qui va compter à la fin. Eh bien, c'est la même chose, c'est l'image qui va compter à la fin. Qu'est-ce Alors, qu'il pense? dans la salle, qui veut interpeller nos participants? Ici. Vous pouvez tous et toutes poser des questions, bien entendu.
Merci bien. Oui, c'est moi encore, Association des riverains de l'aéroport de Genève. Monsieur, j'aimerais juste vous poser une question. J'ai écouté pendant plusieurs heures beaucoup d'interventions très intéressantes sur l'économie de l'aéroport. Est-ce que vous m'accordez 3 minutes et demie pour raconter une histoire à moi qui peut donner une autre perspective? Non, vous pourriez me la raconter quand vous voulez. Ici, il y a des règles qui m'ont été données. Moi, je suis un intervenant tout à fait extérieur à l'aéroport. Je viens d'Yverdon-les-Bains, enfin plus précisément Granson. Donc je suis tout à fait à l'aise, mais j'ai l'habitude de respecter ce qu'on me dit de faire. Donc on ne peut pas, sinon tout le monde se met à raconter son histoire, mais on peut trouver une autre occasion. C'est très volontiers que je prends rendez-vous avec vous. Alors la question, sinon on passe le micro plus loin. Qui veut poser une question? Ça vous a bloqué? Non, mais... Allez-y, voilà, ici et là-bas. Alors, on commence au fond. Merci. Bonjour, Olivier Mathieu du Bureau des Congrès de Lausanne Tourisme. Je crois que M. Vignon me connaît aussi de loin. Et puis, ma présence aussi, c'était votre intervention concernant la narrativité. J'aime bien aussi cette image et qui me fait penser à l'idée de leadership. Et c'est vrai que si je suis venu ici, c'est qu'évidemment Genève a une position de leadership peut-être toute naturelle. Et c'est vrai que ce serait intéressant, si vous pouvez peut-être partager avec certains d'entre nous, un brin de cette narrativité ou de ce leadership, de cette vision. Alors cette question peut s'adresser à M. Vignon directement ou à vous vous-même, parce que je pense que je ne suis pas le seul et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas seulement en attente, mais qui sont prêts à être proactifs, voilà, pour ne pas faire un jeu de mots, pour être en marche avec cette leadership ou cette narrativité. Merci. Merci. Alors, qui avait lavé la main ici? Ah oui. Alors, Raphaël, si vous voulez bien venir. Vas-y, réponds. Je réponds peut-être vite. Oui, allez-y. Non, alors, je crois qu'il y a d'abord un diagnostic à faire pour moi de fond. Il ne faut pas oublier que si je parle de Genève, et je vais inclure les Vaudois, Genève, c'est comme à Genève que le calviniste a été créé, et il implique avec le calvinisme une forme de discrétion légendaire. C'est aussi ce qui a participé à la prospérité de Genève. Il y a un moment donné, moi j'ai tendance à résumer en disant on a un magnifique savoir-faire, mais en affaire savoir, on est absolument nul et lamentable. Citez-moi le nombre de Genevois qui très clairement sont fiers de leur ville et la mettent en avant. Donc je suis d'accord avec le narratif, mais il y a un moment donné où il faut décider d'une vision commune qui va au-delà des silos. J'ai un énorme respect pour la Genève internationale, mais elle vit dans son silo. Les bons Genevois qui vivent sur la commune de Genève vivent dans leur silo. Ils ne communiquent pas. Les hôteliers genevois avec lesquels je collabore tout de suite voient les hôteliers français ou vaudois comme des ennemis jurés. Et chacun travaille dans son petit coin. Le narratif, il est magnifique, mais pour cela, et je vais être encore un peu plus provoquant, quand je vois l'association des riverains qui veut aussi récupérer le truc, on est ici pour moi dans une situation où il faut arrêter de voir les choses de manière polarisée, mais simplement définir ce narratif ou cette vision commune et ensuite la décliner. Et on est malheureusement, je crois, encore un petit peu loin de ça. Si on prend le bureau des congrès de Lausanne, pour moi aujourd'hui, on devrait avoir un convention bureau lémanique depuis longtemps qui couvrirait toute la région lémanique, mais une opposition complète entre l'organisation qu'on a, qui est institutionnelle, qui dépend des cantons, versus les besoins du consommateur, qui est en l'occurrence l'organisateur de congrès potentiel. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Moi, je vais répondre en partie aussi. Alors, quand je travaillais à Avenir Suisse à Zurich, et j'étais basé ici à Genève, les Zurichois parlent de notre région avec ce terme de Genferei. Simplement dit, c'est ces bagarres politiques entre Genevois. Mais moi, j'ai dit non. C'est la subtilité politique. C'est vous les couillons. La vraie politique, c'est la politique italienne. C'est celle où on débat, celle où on a des idées, celle où on a des contradictions, celle où monsieur essaye absolument de nous faire entendre sa voix. C'est ça, le Genferei. Eh bien, c'est une qualité politique inventée par les Italiens et que nous continuons ici. Et je pense qu'il faut voir ça comme quelque chose de positif. Donc, quand toi tu dis il n'y a pas vraiment un narratif, en fait, oui, il y en a un, c'est justement cette collectivité de narratif. Le narratif, ici, c'est la multiplication. Mais ce qui ne va pas,
Et parce que, par exemple, André, tu as vu, toi, quelqu'un qui a amené un narratif nouveau sur la région depuis très longtemps, c'était Patrick Ebicher, hein, sur l'innovation, le machin. C'est un narratif qu'il a amené, plus que... Bon, il y a quelques réalisations quand même, mais il y avait un vrai narratif. Voilà. Nous, ce qu'on doit amener, c'est un narratif sur le côté créatif, ce qui fait lui, inventif, etc. Ce n'est pas l'innovation notre propre, parce que il y a plus de créatifs que d'innovants. Alors pourquoi je fais une différence là? Parce que si je mets la culture, si je mets des gens comme Head, si je mets le CERN, etc., ils ne font pas de l'innovation au sens classique du terme. Vous voyez, mais c'est très créatif. Et donc, si je disais Genève créative, je suis beaucoup plus près de la vérité. À ce moment-là, je n'ai pas besoin que tout le monde soit aligné. À cause des Genferailles, je n'aligne jamais les Genevois. Je dois les garder comme ça, bouillants de contradictions. C'est super bien. Mais si je peux dire que de ce bouillon de culture, j'ai de la création, alors j'ai gagné. Et après, il suffit de faire un récit des histoires gagnantes. Et si je regarde la Genève, elle dit Genève internationale, mais en fait, moi j'ai écrit 4 petits bouquins là-dessus. En fait, qu'est-ce que fait Genève à ce niveau-là? C'est un lieu de ce qu'on appelle les soft laws. On fabrique des normes, des labels, des lois. Le gars d'Atag, il fait ça. Tout le monde fait ça ici. On est une machine à faire des lois non parlementaires, hein, des soft laws. Des lois pas votées par les parlements. Mais c'est ISO, c'est ITU, c'est une énorme machine. C'est la seule machine au monde à normer le monde. Voilà. Mais c'est une des parties de la créativité. Après, vous avez le CERN, après, vous avez le HED, après, vous avez l'aéroport, etc. Et c'est ce bouillon de culture qu'on doit essayer d'exprimer. Tu vois. Et toi, et une fête, c'est ça. C'est un bouillon de culture, ce n'est pas un alignement. Les seuls qui alignent pour faire la fête, c'est les militaires. Bon, personne ne rit, mais c'est vrai. Bien. Alors, la parole à Raphaël. T'as mis où la bouteille? Moi, j'ai juste une question qui s'adresse peut-être à un de vous quatre, qui j'espère pourra répondre. Je pense que l'aéroport de Genève, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée de la Suisse romande. Et souvent, on entend parler de l'aéroport de Genève comme Genève. Et cette histoire de narration qui est pour moi le storytelling, c'est quelque chose effectivement qui manque peut-être dans cet aéroport de Genève, que lorsqu'on arrive à Genève, on arrive vraiment en Suisse romande. Donc je pense qu'il manque quelque chose, mais comment est-ce que pratiquement, je suis quelqu'un de pragmatique, on pourrait essayer de changer ça? Déjà à l'accueil. Peut-être réponse, puisque vous demandez des réponses très précises organisationnelles. Alors réponse, et j'en profite pour faire une offre d'ailleurs. Réponse que l'aéroport livre au quotidien, ce sont les visites que nous organisons. Et quand je parle de ça, ce n'est pas simplement le parcours dans l'aéroport, c'est le narratif que nous cherchons à soigner précisément. Puisque ce qui est extraordinaire quand on travaille sur une telle plateforme, c'est qu'on s'aperçoit que toutes les personnes qui vivent et qui, dans leurs fonctions respectives, plus de 200 métiers sur l'aéroport de Genève, toutes ces personnes ont un rôle à jouer et se coordonnent nécessairement, même si elles ne sont pas appelées à travailler les unes avec les autres au quotidien. Et la réalité, ce qu'on s'efforce de démontrer lorsqu'on fait visiter l'aéroport, c'est qu'un petit grain de sable et une absence de coordination, un mauvais narratif dans le déroulement d'une journée de travail du personnel provoque évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, des conséquences qui peuvent être très graves, puisqu'in fine, les flux de passagers, de bagages et d'avions doivent bien jouer entre eux. Et il y a beaucoup de gens qui savent faire autour de tout ça. Et dans ces visites d'aéroport qu'on fait, tout simplement, et ma carte de visite est dans ma poche, vous n'hésitez pas à me la demander, nous essayons de démontrer comment tout cela s'articule. Alors certes, c'est inside, on est bien d'accord. Cela dit, les groupes peuvent être importants. Mais faire le tour de l'aéroport, c'est finalement visiter un village en lui-même. Et vous ne soupçonnez pas à quel point c'est un lieu de vie très particulier qui a ses propres narratifs que peu connaissent à l'extérieur. Donc je fais une offre pour répondre concrètement à votre intervention. Je fais une offre de proposition, mais vous connaissez déjà bien la plateforme, mais n'hésitez pas à venir avec d'autres. Mais tu vois, par exemple... Brièvement, Xavier, parce qu'on arrive au terme du temps est parti. Quand je reçois mon billet d'embarquement et pour aller à la gate, etc., pourquoi je n'ai pas ça, tu vois, comme une espèce de jeu de loi où je vais aller... Non, mais tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas, mais que physiquement ce soit fait, ça. Comme quand je vais chez Disney World, quoi, tu vois, j'ai un parcours, nom de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est tous un peu... Avec des bons d'achat.
Presque avec du bon d'achat. Et tu restes au minimum 4 heures à l'aéroport. Essaye d'aller un peu plus loin. Si on est sûr qu'en fait, ce que les clients veulent, et c'est les gens des communicants qui nous disent ils veulent de l'expérience, donnons-leur de l'expérience, tu vois. Faisons que quand tu as passé à Genève, tu as passé à Genève, tu vois. Et pas seulement, parce que franchement, aujourd'hui, on a l'impression, on est un peu pris pour des couillons, on fait la queue, puis après on a ces boutiques de luxe, bon, on n'ose pas acheter, c'est trop cher, tu vois. C'est pas pour nous, c'est pour les Arabes, quoi. Alors, avant de donner la parole à André Schneider, directeur général de Genève Aéroport, pour la conclusion, je vous prie d'applaudir les intervenants. Narratif.